Chapitre 9. Un frère, ailleurs, quelque part. Il est venu le jour de mon anniversaire, la nuit plutôt, car minuit venait de sonner quand nous avons entendu le carillon magique indiquant que les sécurités de la maison avaient été forcées. Connaissant l'importance que Voldemort attachait au symbole, je l'attendais de pied ferme et en quelques secondes, je fus sur le palier de ma chambre. Ron et Hermione sortaient de la leur, eux aussi, tout habillés malgré l'heure tardive. Nous avons échangé un regard et avons descendu l'escalier menant au rez-de-chaussée, baguette au clair. Dans le salon se trouvait Voldemort. Il était accompagné de Bellatrix Lestrange et de Peter Pettigrew. Le soulagement que j'éprouvai en les voyant fut tel que je faillis éclater de rire. Derrière moi, j'entendis Hermione expirer bruyamment, comme si elle avait retenu son souffle, et Ron émettre un grognement d'approbation. Voldemort commença ses rodomontades habituelles, dans le but de nous impressionner. Mais je ne l'écoutais pas. J'entrepris de réciter la formule du Reverso Bellicum à voix basse, pour que mon ennemi ne comprenne pas ce que je mettais en œuvre. Libéré de mes derniers scrupules, les mots que j'avais tant et tant répétés s'écoulèrent sans peine de ma bouche. Quand vint le moment de prononcer le nom de celui qui me ferait don de sa vie et de sa puissance magique, je n'hésitai pas un instant. J'eus une pensée fugitive pour mes parents, pour la vie que je n'avais pas eue. Au bénéfice de mes amis, j'élevai un soupçon la voix pour énoncer clairement Peter, Albert, Pettigrew. Hermione et Ron savaient ce qu'ils avaient à faire. Il fallait coûte que coûte stupéfixer le rat pour être certain qu'il ne transplanerait pas et qu'il serait bien à proximité pour remplir son office au moment où Voldemort lancerait son offensive. Ils eurent du fil à retordre, car Bellatrix les attaqua soudain violemment, protégeant involontairement le traître. Je ne me mêlai pas à ce combat, concentré sur Voldemort, baguette haute, pour qu'il ne puisse attaquer mes amis. Il ne s'y risqua pas, ne voulant pas davantage que moi laisser les effets du prior incantatum troubler ce qu'il était venu faire. Il commença bientôt à murmurer à son tour des sortilèges, traçant de sa baguette des dessins sur le sol. Je le regardais officier, priant toutes les divinités qui me passaient par la tête pour que ma protection soit efficace, quoi qu'il soit en train de faire. Quand il eut terminé, il plongea ses yeux rougeoyants d'une lueur malsaine dans les miens. J'hurlai alors la dernière phrase de mon incantation, la formule ultime, celle qui libérait la magie que j'avais appelée à moi. Mes amis m'entendirent et sortirent de derrière les meubles qui leur avaient procuré refuge contre le tir croisé des deux mange-morts. Sans se soucier des sortilèges que continuait à leur jeter Bellatrix, ils se ruèrent vers le canapé qui servait d'abri à Peter. Ce dernier était sous l'emprise des stupéfixes conjugués d'Hermione et de Ron quand la vague de magie noire déferla. Quand nous reprîmes conscience, il ne restait rien de celui qui se faisait appeler Lord Voldemort. C'est à Sainte-Mangouste que je me suis réveillée, faible mais intacte. Ron et Hermione mirent plus de temps à se remettre de leur confrontation, ayant pris de plein fouet le dernier sort que Bellatrix leur avait envoyé, alors qu'ils s'assuraient que Pettigrew ne transplanerait pas. Quand j'eus repris quelque force, j'ouvris au maximum mon esprit pour tenter d'entrer en contact avec l'esprit qui m'avait hanté tant d'années. Mais ma cicatrice ne me picota même pas. Cette fois-ci, il était bien mort. J'avais réussi, même s'il me fallut plusieurs mois pour le réaliser. Dumbledore, qui, avec Rogue, était le premier arrivé sur place, avait retrouvé le cadavre de celui qui avait trahi mes parents. Bellatrix avait été comme nous, assommée par la violence de l'énergie magique dégagée par la rencontre de mon sort et celui de son maître. Elle fut livrée aux aurores. Sa condamnation au baiser du détraqueur nous réjouit tous, même Hermione, qui laissa pour une fois sa conscience de côté. À sa sortie de l'hôpital,
Ron se mit à travailler dans la boutique des jumeaux. Il est pour eux un très bon vendeur, ainsi que, trop souvent à son goût, un cobaye involontaire. Hermione a continué ses recherches sur la magie ancienne et envisage d'écrire un livre compilant tout ce qu'elle a trouvé dans les ouvrages éparpillés traitant de ce sujet. À un moment, j'ai pensé suivre les traces de mon père et me limiter à faire fructifier ma fortune familiale en découvrant des talents. J'avais eu beaucoup de satisfaction à lancer les jumeaux Weasley et encore plus à les voir réussir. Cependant, après avoir pris une année de repos et de réflexion, j'eus l'impression que cela ne me suffirait pas. J'avais été trop longtemps le survivant pour être capable de mener une vie aussi insouciante. Conformément à ce que j'avais décidé de faire lors de ma 5e année, je posai ma candidature auprès de la division des Aurores. Ginny et moi sortons toujours ensemble. Aujourd'hui, elle vit pratiquement avec moi dans le petit appartement que j'habite à Londres. Je ne sais pas encore si c'est pour toute la vie, mais j'ai bon espoir. Je pense souvent à mon autre moi-même. Qu'est-il devenu? Quelle carrière a-t-il choisi? A-t-il fini par trouver une fille à qui il s'est sérieusement attaché? Je regrette amèrement de ne pouvoir lui faire savoir l'aide qu'il m'a apportée en me parlant de notre mère. J'ai fini par tout raconter à Ginny. Son premier étonnement passé, elle a admis que cela ne la surprenait pas tant que cela. Elle avait été troublée, à l'époque, par nos similitudes. J'essaie de me construire une vie normale, rattraper le temps perdu. Je sais que certaines choses ne s'effaceront jamais et que mes cauchemars m'accompagneront encore de nombreuses années. Mais je sais aussi qu'il est dans mes capacités d'être heureux, même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avant d'approcher de celui que j'aurais dû être. Quand j'ai du vague à l'âme et que le moral n'est pas au rendez-vous, je me raccroche à la réconfortante idée que j'ai un frère, ailleurs, quelque part. C'est avec plaisir que je retrouvais mon Poudlard et mes amis. Ginny arriva à l'école avec les premiers bons de commande officiels au nom de l'entreprise créée par ses frères. Je m'étais soigneusement gardé de donner mon avis quand il avait fallu choisir une raison sociale à leur société. J'avais simplement indiqué qu'ils ne devaient pas y associer mon nom. Personne ne comprit pourquoi. J'éclatais de rire quand ils m'annoncèrent qu'ils s'étaient décidés pour l'appellation farce pour sorciers facétieux, tout comme dans le monde de mon double. Une fois l'année scolaire entamée, je mesurais avec plus d'acuité à quel point j'avais changé. Généralement, je profitais de l'éloignement de mes parents pour me laisser aller à mes fantaisies et mon insouciance. Or, j'avais laissé une partie de ces dernières dans un monde parallèle. J'espérais qu'un autre en faisait bon usage. Lors du premier mois, je dus m'habituer à entendre tous ceux que je fréquentais me faire part de leur étonnement concernant ma nouvelle attitude. Quand le professeur McGonagall me félicita pour ma toute récente maturité, je me sentis mortifié, mais je savais qu'elle ne faisait qu'énoncer un état de fait. J'étais devenu un garçon sérieux. Je ne cessais cependant pas toute plaisanterie. J'organisais quelques virées nocturnes et mis au point quelques blagues, mais cela ne me semblait plus aussi important qu'avant. Je me mis à m'intéresser à la politique et m'abonner à la Gazette. Quand je reçus mon premier exemplaire, Neville insista pour me traîner à l'infirmerie. Il pensait que j'étais sous le coup d'un sort de confusion. Je n'ai pas essayé de retourner dans le monde de mon double, car j'ignorais toujours ce que j'étais supposé lui apporter, mais je déposai dans la pièce magique un message, lui racontant mon retour et lui demandant de ses nouvelles. À ma grande déception, aucun signe n'indiqua jamais qu'il avait reçu mon message ou qu'il avait tenté de m'en envoyer un. Je regardais Hermione Granger d'un autre œil. Elle était égale à elle-même, toujours plongée dans ses bouquins, ne parlant que pour donner une réponse en classe ou nous rappeler à l'ordre, dans le cadre de ses devoirs de préfète. Mais je savais désormais quel cœur affectueux se cachait sous cette carapace, et je résolus de le révéler à tous. Ce fut plus difficile que je l'avais imaginé. Dans un premier temps, elle se montra excessivement méfiante à mon égard. Elle me considérait comme un trublion, tout juste bon à faire perdre des points à notre maison,
et ne pouvait imaginer que ma volonté de me rapprocher d'elle puisse être dictée par le fait que j'appréciais sa compagnie. Mon approche était en outre compliquée par le jugement des autres élèves. Nul ne comprenait ce qui pouvait bien m'attirer chez mademoiselle préfète parfaite. La plupart d'entre eux, elle comprise, me soupçonnaient de préparer un mauvais coup, voire de tenter de gagner un pari. Heureusement que j'avais rompu par courrier avec Suzanne au cours de l'été qui suivit mon retour, car la situation était déjà assez compliquée comme cela. Il me fallut des mois pour convaincre la belle travailleuse de baisser sa garde quand je m'installais près d'elle pour étudier. Sans doute que l'amélioration de mes notes l'aida à me prendre au sérieux. Je n'étais pas mauvais avant, mais, une fois atteint le niveau que mes parents jugeaient acceptable, j'arrêtais mes efforts pour me consacrer à des occupations plus intéressantes que les études. Cette année-là, je passais énormément d'heures en bibliothèque, tentant d'amadouer Hermione. Et cela eut des répercussions sensibles sur mon niveau général. J'avais en outre ajouté la défense contre les forces du mal aux matières choisies au début d'année, et y obtint de très bonnes notes grâce aux leçons que l'autre Harry m'avait données. Au début de notre 7e année, Hermione avait accepté mon amitié et, de sa propre initiative, avait pris en main mon programme de révision pour les aspics. De son côté, elle avait fait de grands progrès en sociabilité. En effet, Neville et Ginny avaient tenté de comprendre ce qui pouvait bien m'attirer chez elle et s'étaient liés d'amitié avec la jolie préfète. À la fin de l'année, elle avait de bien meilleurs rapports avec tous les autres élèves. Quant à moi, j'obtins des hauts dans 5 matières, ce qui m'ouvrait des perspectives de carrière beaucoup plus intéressantes que je ne m'y attendais. Pendant longtemps, j'avais pensé suivre les traces de mon père et m'amuser à faire fructifier notre fortune familiale en découvrant des talents. J'avais eu beaucoup de satisfaction à lancer les jumeaux Weasley et encore plus à les voir réussir. Cependant, quand je quittai définitivement Poudlard, j'eus l'impression que cela ne me suffisait pas. J'avais envie de me rendre davantage utile pour ma communauté. À la surprise de tous, mais soutenue par Hermione, je posai ma candidature auprès de la division des Aurores. Mon amitié avec Hermione s'était changée, au cours des mois, en quelque chose de plus sérieux. Il me fallut faire preuve de beaucoup de patience, car elle mit du temps à éprouver les mêmes sentiments à mon égard. Aujourd'hui, elle vit pratiquement avec moi dans le petit appartement que j'habite à Londres. Je ne sais pas encore si elle est pour moi ce que ma mère est pour mon père, mais j'ai bon espoir. Sans que cela ne me surprenne, elle s'est très bien entendue avec ma mère, qui lui a proposé de travailler avec elle. Hermione est donc en train de devenir la nouvelle spécialiste en magie ancienne. Neville m'a une fois affirmé, en riant, qu'elle avait décidé de sortir avec moi uniquement pour faire carrière. Je lui ai rétorqué que s'il venait de demander la main de Ginny, c'était sans doute pour profiter de la fortune des géniaux jumeaux. Je pense souvent à mon autre moi-même. Qu'est-il devenu? Ai-je réussi ma mission auprès de lui? La seule personne à qui j'ai raconté mon aventure est Hermione. Elle m'a assuré que j'avais sans doute fait ce qu'il fallait, car dans le cas contraire, la magie qui m'avait envoyé là-bas ne m'aurait pas ramené. Je me raccroche à cet espoir. J'essaye de me persuader que l'autre a réussi dans son entreprise et que j'ai toujours un frère, ailleurs, quelque part. Vous êtes à la fin de l'autre, première partie de Les Deux Mondes d'Alix. À bientôt pour la deuxième partie.